L'ami Denis Martel voulait nous parler de cette réforme qui est en cours, qui va bientôt arriver, tu me préciseras ça, au Danemark, qui va viser à contrer ce qu'on appelle dans le jargon technologique les deepfakes. Hein? Deepfakes, Fred Bastien? Oui, les trucages. L'hyper-trucage, voilà. C'est ça. Donc, il s'agit évidemment d'images, souvent vidéo, là, qui incarnent une personnalité souvent publique en lui faisant dire n'importe quoi, qui se base évidemment sur des images de synthèse. Donc, Denis Martel, bonjour, bienvenue à l'émission. Salut tout le monde. Est-ce que c'est peut-être pas un peu tard pour agir sur ce fléau de l'Internet? Je l'aime cet angle-là parce que oui, moi, c'est ma prémisse sur à peu près tout ce qu'on fait en numérique comme collectivité. On dirait qu'on se met à s'attaquer aux problèmes puis à légiférer ou à chercher des solutions quand il est trop tard. Quand faut rentrer la patte dans le tube, c'est souvent excessivement difficile. Je pense qu'il n'est pas trop tard, mais ça dépend du temps qu'on prend effectivement pour appliquer ce genre de processus-là. Puis tu sais, Francis, c'est pas seulement pour les vedettes. Oui, il y a le deepfake, ça peut avoir un impact important pour les politiciens, les vedettes, mais même pour monsieur, madame, tout le monde, on en a parlé d'ailleurs ici même à plusieurs reprises, le vol d'identité est un fléau de plus en plus important, puis le clonage, ben ça rentre dans cette ligne-là. Selon certains, il serait peut-être temps de reconnaître formellement une identité numérique individuelle qui permettrait à chacun et chacune d'entre nous un peu de faire valoir ses droits. Les entreprises le font déjà. Si tu fais quelque chose là, qui ressemble à du Mickey Mouse, là, tu devrais recevoir un petit rappel de YouTube ou d'Instagram dans la minute. Il n'y a pas l'équivalent pour les individus. Est-ce que c'est une vue de l'esprit de penser qu'un jour, quelqu'un qui voit, si je vois une photo de Francis Gosselin qui n'est pas la mienne ou en fait celle que j'ai approuvée, je puisse la faire supprimer ou la dénoncer? C'est l'angle que le Danemark a adopté, puis c'est ce que je trouve créatif là-dedans, c'est qu'eux autres, ils comptent en chasser ça dans les droits d'auteur. Donc, pour reconnaître à chaque citoyen là, le droit exclusif à son apparence physique. Puis tu sais, l'apparence physique, quand tu penses à l'identité numérique aujourd'hui, ben, en réalité, c'est une série de données, hein? C'est une base de données. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de faire le pont vers ce que tu t'annonçais justement, là, l'identité numérique. Je pense que de plus en plus, ça va devenir intéressant de s'y pencher à la nature même de notre identité numérique parce que plus ça va, quand tu regardes par exemple l'impunité que les propos déplacés ont en ce moment en ligne, ben il y aurait peut-être une solution aussi dans l'identité numérique, à savoir que les gens deviendraient imputables de leur présence. Fait que ça aurait un volet. Ça amènerait des solutions au point de vue de l'imputabilité, mais ça amènerait évidemment aussi des solutions au point de vue de la protection de l'identité. Donc, effectivement, l'identité numérique, moi, c'est un point puis il y a des farouches défenseurs de l'anonymat sur Internet qui vont me lancer des tomates. Hein, mais moi, je pense qu'il faut minimum avoir l'ouverture d'en parler avec tout ce qu'on vit actuellement. Sybelle Olivier, je te sens fébrile sur ce sujet-là. C'est qu'on dirait la seule chose qui me vient en tête, c'est de me dire, de toute façon, on a beau être protégé, comment on va faire pour retrouver la personne qui l'a mis en ligne de toute manière? Tout ça est mis en place, mais est-ce que c'est compliqué de les retrouver, ces gens-là? Moi, j'ai l'impression que oui, selon ce que j'entends. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que le projet de loi rend imputable dans ce contexte-là, je parle beaucoup d'imputabilité, mais en tout cas dans ce contexte-là, les plateformes. Donc, on n'aurait pas justement ce problème-là d'avoir à trouver l'individu qui a fait la mise en ligne. Ça serait la responsabilité des plateformes de s'assurer que ça ne s'y retrouve pas. Et la loi aurait suffisamment de dents, si elle est appliquée, pour contraindre les plateformes à agir. Parce qu'en ce moment, la faiblesse de ce type de loi-là, c'est parce que trop souvent, les lois sont appliquées de façon mollement. Tu sais. Donc, là, ici, ça serait de s'assurer que c'est mentionné, qu'il y ait des pénalités concrètes. Puis j'aimerais, tu sais, je dirais quand même, Sybelle, tu sais, je pense, avant de rentrer dans une logique punitive, moi, ma principale priorité, en tout cas en ce qui me concerne, je pense pour beaucoup d'autres, c'est juste que le contenu soit enlevé, tu sais, avant de chercher le coupable, puis de l'envoyer en prison, là, ou whatever. Là, parce que ça peut être dangereux. Moi, je veux juste que le contenu soit enlevé comme le plus rapidement possible. Puis, tu sais, encore une fois, je suis pas... Mais tu sais, si t'es un politicien dans le cadre d'une campagne électorale, puis qu'il y a carrément des faux propos qui te sont attribués, puis que ça a l'air d'être réaliste, là, clairement,
clairement, ça peut changer la démocratie. Là, je pense qu'on est confronté vraiment à une urgence, Fred. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Faut pas oublier qu'il existe au Québec et au Canada le droit à l'image. Légalement, on est protégé. Je peux pas voler le visage de Francis Gosselin, même si t'es un kidam, là, même si t'es monsieur, madame, tout le monde. Pas la grande la question, c'est plus de aujourd'hui. l'application de ces lois-là. Puis effectivement, c'est pas toutes les plateformes qui sont égales devant ces enjeux-là. Il y en a qui sont beaucoup plus réactives que d'autres. Il y en a qui laissent beaucoup plus aller. Pour ce qui est de la question de l'identité numérique, c'est pas inintéressant, mais c'est sûr que, selon moi, il y a un gros morceau de l'Internet qui vient avec le côté anonymat sur certains enjeux. C'est juste que j'ai l'impression que l'Internet devient de moins en moins l'Internet, devient de plus en plus la vraie vie. Alors, c'est peut-être vers ça qu'on s'en va. Exactement. Je suis vraiment là, moi aussi. J'ai l'impression que plus ça va... En fait, ce fameux bonheur-là du Far West web, on l'a brisé, on l'a cassé. Puis, on n'aura plus le choix. C'est cassé d'une façon irrémédiable qui fait qu'éventuellement, on n'aura plus le choix de vivre dans notre réalité numérique comme on vit dans la réalité. Si dans la réalité, tu peux pas te promener masqué, il y a des lois qui t'empêchent de le faire, l'impact qu'a le numérique est rendu en tout point semblable. Puis tu as raison, quand tu dis qu'il en existe des lois actuellement. Dans le droit civil, il y a des lois là, qui sont supposées nous protéger sur ces aspects-là, mais il manque faudrait les adapter d'une façon très explicite sur les réalités numériques et de l'intelligence artificielle, parce qu'en ce moment, il y a encore des zones floues qui font qu'on ne peut pas tout à fait l'appliquer dans des cas comme le clonage, par exemple. Bon, le Danemark, c'est un tout petit pays, plus petit encore que le Québec, même 6 millions à peu près d'habitants. Non, mais là-dessus, je voulais un peu t'entendre à savoir, tu sais, les grands joueurs, là, déjà, quand le Canada flex, tu sais, tout de suite, on va courir dans les jupons de Papa Trump, là, quand c'est le Danemark, là, tu sais, 5,9 millions d'habitants qui menacent d'exiger des plateformes, différentes mesures comme celle-là. Quelle est la réaction des Facebook, Google et autres acteurs là, américains, la quasi-totalité d'entre eux, par rapport à une mesure comme celle-là? Dans le contexte du Danemark, eux autres, là, ils prennent la présidence de l'Europe, là, je pense que c'est cette année. Fait qu'ils ont l'intention d'amener ça justement au Parlement européen. Fait qu'ils s'appuient beaucoup sur la puissance de l'Union. Fait que pour pouvoir faire respecter les règles, l'Europe a réussi à le faire dans certains points, là, comme le fameux RGPD et compagnie. Il y a des trucs, la prise USB-C sur les iPhones, ça vient pas mal finalement d'un règlement européen. Fait que on a des exemples comme quoi finalement quand les règles sont appliquées, les géants peuvent s'y conformer, pour le dire poliment. Peut-être une dernière question, parce que, tu sais, on parlait du fameux Far West qu'a été l'Internet là, dans les premières années, un lieu vraiment de grande liberté, de création, tu sais, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Puis bon, là, effectivement, déjà, d'immenses plateformes sont nées de ça, puis ont commencé à agglutiner de plus en plus le trafic du web. Et évidemment, les nouveaux outils là, de création, dont l'intelligence artificielle, ont fait en sorte qu'aujourd'hui, non seulement c'est plus facile de créer, mais c'est plus facile de se faire circuler les contenus. Ma crainte, évidemment, dans des règlements comme ceux-là, puis souvent en Europe, c'est souvent, tu sais, on est très rapide sur la réglementation, Denis, c'est qu'il y a tout un registre, tu sais, qui est celui de la rigolade, là, tu sais, de la parodie, de la création alternative. J'ai été moi-même, là, pendant mes études, tu sais, très attaché, tu sais, au remix, là. Puis des fois, c'est comme pas facile de tirer la ligne entre ce qui est comme clairement mal intentionné, genre, je vais faire semblant que Mark Carney a dit telle affaire, puis ce qui est de la pastiche, de ce qui est comme un usage totalement légitime. Puis j'en parlais un peu plus tôt cette semaine, mais je trouve aussi de plus en plus que les plateformes, plutôt que d'avoir un humain qui fait la nuance entre ce qui est justement un usage humoristique totalement légitime puis ce qui est comme un usage illégal, ils délèguent tout ça à l'IA, puis l'IA est complètement tarée par rapport à ces décisions-là, fait qu'ils prennent beaucoup de mauvaises décisions. Comment tu vois, est-ce que tu crains pas justement qu'éventuellement ça vienne qu'atténuer puis nuire ultimement un peu à cette création sur Internet? C'est sûr qu'il y a de la façon que c'est orienté, les discussions que le Danemark a, ils ont déjà pensé à l'aspect de protéger justement la création artistique et le droit à la satire. Fait que ça, c'est déjà intégré dans les éléments de réflexion. Mais est-ce que tu amènes un point qui va au-delà de ça, c'est que c'est qui va l'appliquer? C'est que si c'est appliqué par des machines qui le font d'une façon
plus ou moins efficace et que pour se protéger d'une mauvaise application, ben les filtres sont ultra sensibles. Ben là, on jette le bébé avec l'eau du bain, puis ce qui fait la couleur de la vie disparaît à travers tout ça. Là, tu parles à un gars qui a un podcast qui parle de politique. Je dois avoir, tu sais, j'ai régulièrement des problèmes de signalement puis de censure complètement farfelus parce qu'on utilise des termes qui sont jugés sensibles par les machines. Tu sais, fait que c'est quand ça, même, j'ai pas de solution pour ça autre que j'espère que les filtres puis les machines vont devenir meilleurs pour déterminer ce qu'il en est. Ouais. Toujours très intéressant. Denis Martel, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Plaisir, bye. Sinon, les amis, je m'attendais à une petite musique, mais on avait décidé d'enchaîner. Cybèle, je me tourne vers toi. On a de la nouveauté concernant les grèves. Oui, il ne va pas y avoir de grève à la CEPAC. L'entente de principe vient d'être conclue cet après-midi. Elle a été acceptée à nous, les parcs nationaux du Québec. tout à fait. Par rapport à la STM, par contre, il n'y a rien qui a été conclu encore. Bon, bravo. Et puis sinon, il y a Amira El-Gawabi, personnage un peu controversé quand même, qui a été mise à l'amende. Oui, qui est la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie. En fait, elle a omis de divulguer au Parlement un changement important par rapport à ses biens. Et donc, elle est obligée de le faire. Puis c'est un changement important. Ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui reçoit un héritage. Elle est obligée de le déclarer. Elle ne l'a pas fait et on lui a donné une amende de 200 $. Elle a été questionnée par le bureau d'enquête de Québécois et elle n'a pas dit c'était quoi qu'elle avait caché. Donc, on le sait toujours pas. Mais la situation semble corrigée. Elle a été chanceuse, par contre, parce que, bon, je dis chanceuse, mais en fait, j'ai rien pour me baser pour dire ça, mais l'amende aurait pu aller jusqu'à 1000 $. Et donc, voilà, c'est très modeste comme pénalité, mais bref, quand même une amende et on ne sait toujours pas ce qu'elle a caché. Bon. La vérité finira peut-être par sortir. Sinon, Fred, le fameux Fort Boyard, en fait, le lieu où ça s'appelle-tu Fort Boyard? C'est vraiment Fort Boyard, là où l'émission s'appelait culte. Fort Boyard, mais la bâtisse s'appelait Fort Boyard. Absolument. Et le fameux Fort Boyard risque de s'écrouler en raison de fortes vagues. Il est présentement en rénovation. Ça va coûter quand même très cher là, pour le rénover. Là. Ça va prendre au moins 3 ans. Puis on parle de plusieurs millions de dollars, mais plusieurs millions d'euros dans le fond. Là. C'est 44 millions d'euros pour les travaux. Et ils ont lancé un appel aux dons là, parce que ça va avoir un impact sur la culture mondiale parce qu'il y a plusieurs émissions qui continuent d'être tournées là. Il n'y avait pas juste notre édition de cette émission culte. On l'appelle l'Alcatraz de l'Atlantique. D'ailleurs, sinon, Walt Disney revient à la vie pour le 70e anniversaire de son parc d'attractions. Oui, effectivement, c'est le 70e anniversaire des parcs Disneyland en Californie. C'est en Californie où a eu lieu l'inauguration du premier parc, là, c'était avant la version floridienne. Et pour le 70e, ben, on a ramené Walt Disney en animatronique. C'est un spectacle baptisé Walt Disney C'est quoi Magical un animatronique? Life. Ben, c'est une espèce de robot là, de Walt Disney avec un visage en caoutchouc puis des expressions. Ça a été créé par les fameux Imagineers de Disney, là, les ingénieurs imaginatifs. Le spectacle s'appelle Walt Disney A Magical Life, une vie magique. Et ça a ouvert ses portes jeudi en Californie. Très bien. Donc, on peut, j'imagine, acheter des billets sur Internet. Ouais, c'est une attraction du parc de Disneyland, okay, alors donc, ça se passe si là-bas. Vous allez faire un tour dans ce coin-là. Ben écoutez, c'était déjà un plaisir d'être avec vous partagé. tous et toutes, avec Toujours. vous deux, évidemment, Fred Bastien, Cybèle Olivier, pour cette belle période de 3 heures. Puis sinon, évidemment, l'équipe en régie, Jean-Philippe Leroux, qui ne tient pas ses mains encore. Ça m'angoisse toujours fortement quand il le fait, parce que ça signale la fin de mon temps en ondes. Il y a Maximile Sailleux qui a été irréprochable aujourd'hui, donc je lui lance mes salutations. Sinon, l'entraîneur des Canadiens, Jacques Martin, qui est toujours fidèle au poste.